Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité sur RTI 1 ce lundi 1er juillet, l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Elle est allée le signifier au vice-président de la République Thiemoko Meïlie Koné. Occasion pour les deux personnalités de dresser l'état des lieux de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie mobilise les acteurs et les investisseurs autour des potentialités de plus en plus croissantes qu'offre le secteur. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques est annoncé du 27 novembre au 2 décembre 2024. Le poste à péage du 4e pont d'Abidjan reliant la commune de Yopougon et celle du Plateau est désormais fonctionnel. L'infrastructure a été mise en service par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier ce 1er juillet. Les coûts vont de 500 francs à 3000 francs CFA. Et puis la présidentielle en Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Ghazouani déclaré vainqueur selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante qui le crédite de 56,12% des suffrages exprimés. Merci de vous informer sur RTI 1. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugan-Moulin, quitte le pays après 5 années. Elle a été reçue ce lundi par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné. La diplomate a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et l'état de la coopération entre les deux pays a été évoqué. Mama Traoré. Anne Lugan-Moulin quitte la Côte d'Ivoire après 5 années de mission. Une période durant laquelle la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Suisse, a pris de l'ampleur. Avant de quitter le pays, la diplomate suisse est venue dresser l'état des lieux des relations au vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné. L'entretien a également évoqué les perspectives de cette coopération. On a en ce moment deux gros projets au niveau culturel qui vont être lancés. Un musée archéologique et puis des négociations pour un accord sur la restitution des biens culturels. On vient d'avoir une mission économique de plusieurs entreprises et du ministère de l'économie suisse en Côte d'Ivoire qui a été très fructueuse au mois de mai. Il y a déjà l'une ou l'autre compagnie qui ont signé des contrats. On a fêté les 10 ans de la compagnie Sika la semaine passée à Yopougon. Donc il se passe énormément de choses au niveau scientifique aussi avec le Centre suisse de recherche scientifique. Donc ce sont des projets qui émergent et qui se développent tout au long de l'année et que mon successeur reprendra évidemment. De grands chantiers attendent donc le prochain patron de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, une chancellerie ouverte à Abidjan depuis 1961. Dans le secteur minier et énergétique, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie travaille à réunir sur une même plateforme les acteurs et les investisseurs. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques a été lancé par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Ce sera du 27 novembre au 2 décembre 2024 au Parc des Expositions. Franck Wadio. Voici le site du Salon international des ressources extractives et énergétiques, Sirex, sur les 7200 mètres carrés du parc des expositions d'Abidjan. Cette plateforme consacrée au triptyque mine, énergie et pétrole est conçue pour mettre au goût du jour l'attractivité du secteur, mais aussi stimuler les investissements tant nationaux qu'internationaux. Le Sirex offrira un cadre de réflexion et de partage, d'expérience et d'expertise entre les professionnels des industries extractives et énergétiques, les pouvoirs publics et le grand public, en vue de faire face aux enjeux du développement durable. Il sera un marché d'opportunités pour promouvoir le contenu local. L'Allemagne, le Botswana et la Zambie sont les invités spéciaux, mais le pays à l'honneur est la Norvège, 3e exportateur de pétrole et 4e mondial de gaz. La Norvège est l'un des pays principaux producteurs d'hydrocarbures en Europe. Notre approche durable et responsable de l'exploitation des gisements offshore a permis de préserver l'environnement tout en garantissant une production stable. Se nourrir de ce type d'expérience et vulgariser un domaine en pleine extension, c'est aussi l'objectif de la création du Sirex, dont la première édition, selon le Premier ministre Robert Begré-Mombé, est l'expression de la vision du président Alassane Ouattara qui fait de l'inclusion énergétique un point essentiel de son projet 2030.
La production totale de pétrole brut devrait se situer autour de 200 000 barils jour à l'horizon 2027, portée par les champs baleines avec environ 150 000 barils jour de pétrole brut. Ce projet de tous les superlatifs est aussi le premier projet zéro émission nette de carbone en Afrique. Je ne voudrais pas omettre de citer la dernière découverte appelée Kalao, qui est également très prometteuse et stratégiquement importante pour notre pays dans sa politique de production d'électricité. Nous devons continuer à mettre en œuvre notre plan national de développement, déclinaison sur 5 ans de la vision 2030. Oui, cette vision de long terme qui fait du capital humain son second pilier. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques à Sirex se tiendra tous les 2 ans, date choisie du 27 novembre au 2 décembre 2024 autour du thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?» Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé ce lundi 1er juillet à la mise en service officielle du poste à péage du 4e pont d'Abidjan. Il devrait permettre de réduire les embouteillages dans les sens Yopougon-Plateau et Yopougon-Adjamé et désengorger l'autoroute du Nord. Juliette Ouéa. Fini la gratuité, le passage sur le 4e pont d'Abidjan est désormais payant. Depuis ce lundi 1er juillet 2024, les automobilistes s'acquittent de cette obligation. Les tarifs varient de 500 francs à 3000 francs CFA selon le gabarit du véhicule. Les usagers se disent satisfaits. Tous soulignent le gain de temps. Ça nous permet d'aller là où nous pouvons vite. Ça nous permet même de frapper jusqu'à Dabou vite, aller-retour. Et puis c'est très bon. On a besoin de bonnes choses comme ça ici. Utile, mais il y a un souci parce que les routes ne sont pas encore finies définitivement au niveau des fins goudron et puis côté Yopougon là, c'est pas encore fait. Donc on va faire avec, sinon c'est utile. C'est une joie pour nous qui empruntons cette voie-là parce qu'en moins de 30 minutes de Niangon au plateau, c'est favorable et puis c'est encore plus pratique. Vraiment, ça nous facilite aussi par rapport à l'autoroute qui est tout le temps bouchée. Avant la mise en service officielle du poste à péage du 4e pont, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kofi Kwaku, a procédé à l'inauguration de 2 autres infrastructures, notamment les voies d'accès aux communes d'Adjamé et de Yopougon via le 4e pont. Ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le plateau. C'est vrai qu'il y a une seconde phase du projet qui va se poursuivre jusqu'aux sapeurs-pompiers, mais en tout cas, nous sommes très satisfaits donc de ce projet. Le président Alassane Ouattara l'a voulu, ce projet a été réalisé. Le 4e pont d'Abidjan, ouvrage long de plus de 7 km, relie les communes du plateau et d'Adjamé à celles de Yopougon via Atekoubé. On parle foncier urbain avec ce nouveau document désormais en vigueur dans les procédures de transaction foncière, l'attestation de droit d'usage coutumier. Il entre officiellement en vigueur aujourd'hui et marque la clôture du projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines. Au chef de village, un délai de 2 mois a été accordé pour fixer les données contenues dans les guides. Lanciné Bakayoko. L'attestation de droit d'usage coutumier découle du titrement massif des parcelles foncières, une des réformes clés du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Établie en papier sécurisé, fiable et infalsifiable, l'attestation de droit d'usage coutumier devrait contribuer significativement à la réduction des délais en rendant transparentes pour l'usager les formalités d'immatriculation des lots. Rien de plus pour l'État. C'est un document, c'est un imprimé qui est produit par l'administration de façon totalement sécurisée et mis à la disposition des chefferies et des détenteurs de droits coutumiers, qui ensuite procèdent comme elles procédaient par le passé. Après les différentes interventions des experts, toute la chaîne foncière présente au lancement officiel de l'attestation d'usage de droit coutumier a pu s'imprégner des bénéfices induits par la réforme.
notamment les opérateurs immobiliers et les chefs de village. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante avec cette nouvelle donne mise en place par le ministère de la Construction. Et donc, ça nous permet de travailler sereinement sur nos projets. Parce que désormais, nous travaillons sur un circuit totalement sécurisé du foncier de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés ici avec un peu d'inquiétude puisqu'on avait quelques informations, quelques plaintes des chefs. Nous avons écouté les panélistes, nous avons entendu Monsieur le ministre de la Construction et je pense que nous repartons rassurés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a expliqué que ces services ne transigeront pas sur le respect de la réglementation en vigueur. Nous insistons vraiment sur le respect des règles désormais, en particulier faire en sorte de ne plus céder de l'eau avant qu'un lotissement ait été approuvé contenant ces lots-là. Au chef de village, un délai de 2 mois a été accordé pour fixer les données contenues dans les guides. Quant aux détenteurs des anciennes attestations villageoises, ils ont 6 mois pour se mettre à la page. Politique nationale de promotion et de développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. L'avant-projet de la nouvelle loi a été validé par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit entre autres de redéfinir la notion de petite et moyenne entreprise et mieux promouvoir les activités de ces PME pour booster l'économie ivoirienne. Les précisions de Dangui Dangui. Les petites et moyennes entreprises PME taillent une part de 40% du marché public en Côte d'Ivoire et sont appelées à mieux faire pour créer de la richesse et de l'emploi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Une PME est une entreprise qui a un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 milliard de francs CFA et un nombre de employés déclarés de 200 personnes. Mais cette définition était diversement appliquée. D'autres l'appliquaient, les banques allaient au-delà du seuil de 1 milliard, il fallait harmoniser tout cela. Et c'est pour cela que le nouveau texte, dans un processus participatif, a pris en compte les différentes aspirations des différentes parties et propose de remonter le seuil de 1 milliard à 3 milliards. C'est ce qui ressort du discours du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de test relatif à la nouvelle loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ce projet adopte une approche plus globale et intégrée en prenant en compte les contraintes de développement des PME, les nouveaux enjeux socio-économiques et les nouveaux défis entrepreneuriaux des PME. Elle intègre de nouveaux principes généraux, la promotion de la bonne gouvernance, la responsabilisation des PME dans la création des richesses. Selon les autorités, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB. Depuis la ville d'Adiaké, zone sud-est de la Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques a ouvert la période de fermeture saisonnière de la pêche en mer et certains plans d'eau continentaux. À partir du 1er juillet jusqu'au 31 août prochain, les acteurs de la pêche sont invités à observer le repos biologique pour le renouvellement des stocks de poissons et de crustacés. Victorine Yaoyobwe. Sellage d'embarcation et empoisonnement de la lagune Abi à Adiaké, des gestes symboliques qui marquent le début de la fermeture saisonnière des pêches en mer sur les lagunes Abi et Grand Laou, ainsi que sur les lacs Kossou et Buyo. 2 mois de repos biologique depuis ce 1er juillet jusqu'au 31 août 2024, jugés nécessaires par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Déjà en 2016, nous avions en termes de capture 104 000 tonnes de poissons. Et en 2020, selon les éléments statistiques, on était à 68 000 tonnes de capture au niveau national. C'est une mesure nécessaire pour les populations riveraines face à la diminution des captures. La fermeture des pêches vise notamment à favoriser la reproduction des poissons et reconstituer les différentes populations de poissons. Quant au ravitaillement du marché, les dispositions idoines sont prises. Des dispositions ont été prises avec les importateurs de poissons, mais aussi avec les aquaculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de poissons.
Le total des disponibilités à ce jour est estimé à 245 000 tonnes de poissons, dont 200 000 de disponibilité physique et 45 000 tonnes de stock en cours. Les pêcheurs à la ligne et de crustacés, se considérant comme de petits pêcheurs, auraient voulu être épargnés par cette mesure. Nous sommes à deux mois de l'ouverture des classes. Une doléance de permettre aux petits pêcheurs de se débrouiller pendant ces temps de fermeture. Préoccupation pertinente, admet le ministère, mais qui pourrait être résolue par l'aquaculture. La preuve, à une centaine de mètres du lieu de la cérémonie. Depuis 2 années, ACA a fait de l'élevage de poissons son activité. Le pisciculteur est optimiste pour la suite. J'ai lancé l'enclos de 50 000 poissons. D'ici décembre, je vais pouvoir faire la vente. Mon plus grand projet, c'est de faire 250 000 d'ici 2025. Un exemple qui mérite d'être implémenté pour garantir la sécurité alimentaire nationale. Le résident pays de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, réaffirme le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire en vue de l'atteinte de cet objectif. Le ministre a délégué auprès du ministère des Transports chargé des Affaires maritimes entreprend depuis 2 mois une tournée dans les structures sous tutelle de son département ministériel. Il prend connaissance de la feuille de route de ces structures et échange surtout sur les défis à relever. Michel Mambo. Direction des affaires maritimes et portuaires, service des investigations et répression des fraudes. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes, Célestin Seredo, visite ses administrés. Il annonce plusieurs projets, notamment l'ouverture du registre international, l'immatriculation des navires et la création d'une flotte maritime de commerce. Au niveau du déploiement de l'administration maritime, la poursuite de la création d'antennes et de postes de travail. Au niveau des terrains présentés au cours de cette tournée, les chefs d'arrondissement maritime concernés devront mener des démarches nécessaires pour l'obtention des titres définitifs de propriété avant fin octobre 2024. En ce qui concerne le déficit en matériel naval et équipement de sécurité, les actions suivantes seront menées avant la fin de l'année 2024. Il s'agit de l'acquisition de 2 vedettes pour les 2 arrondissements maritimes nouvellement créés, à savoir Bingerville et Fresco. L'acquisition d'un lot d'équipements de sécurité conforme aux besoins exprimés dans le plan d'équipement relatif au déploiement de l'administration maritime au profit de l'ensemble des services opérationnels. La Direction générale des affaires maritimes est mise en mission pour la réussite de ces projets. Je voudrais demander à toute la DGAM de se mobiliser derrière vous comme un seul homme pour que, dans une synergie d'action, vous nous garantissiez la réalisation de nos attentes. C'est ensemble, dans une synergie efficace, que les résultats que nous contemplons aujourd'hui ont été obtenus. C'est ensemble également que les défis à venir pourront être relevés. La motivation des agents et la construction d'un nouveau siège sont également prévus à l'agenda du ministre. Le reportage de Michel Mambo, commenté par Didier Nguessan. On s'intéresse au processus de certification de l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeyoye, en visite de travail à Abidjan, s'est rendu sur place à l'Académie. Il a pu observer de près les réalités et les infrastructures dédiées à la lutte contre le terrorisme en milieu rural. Le reportage de Chantal Akanda et Traoré Zakaria. La délégation de l'Union africaine, conduite par le commissaire Bankole Adeyoye, vise à renforcer la coopération entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la politique, la sécurité et la paix. La visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, AILST, a été marquée par une présentation du centre et une démonstration d'un exercice de libération d'otages.
mettant en avant l'efficacité des techniques enseignées. Ce centre régional d'excellence se distingue par ses approches innovantes et ses formations rigoureuses. Le commissaire de l'UA a également visité la zone d'entraînement en milieu rural, soulignant l'importance d'adapter les stratégies antiterroristes aux différentes réalités locales. Le commissaire Bankole Adeyoye de l'UA a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à soutenir les initiatives locales et régionales pour garantir la sécurité et la paix sur le continent. L'académie est très important pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, de faire ce déplacement afin de pouvoir venir visiter l'académie, mais également établir un partenariat très important ou très grand pour qu'on puisse ensemble explorer les voies les synergies d'action qui puissent exister entre l'Union africaine et l'académie. Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que nous puissions aller vers la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et l'académie, et ensuite nous allons procéder au déploiement d'experts qui vont venir sur le terrain faire les visites. Mais nous allons également établir une relation entre le centre, qui est une relation qui existe déjà. Nous allons la renforcer entre le centre et le CAET, qui est le centre de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions-là. Cette démarche témoigne de la volonté de l'UA de s'imprégner des réalités locales et de contribuer activement à l'amélioration des capacités antiterroristes de ses États membres, en misant sur des solutions adaptées et efficaces. À Boaké, 1059 élèves du premier contingent des recrues spécialistes ont été présentés à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. 1028 garçons et 38 filles acceptés après 3 mois de formation commune de base aux métiers de l'informatique, la mécanique, les travaux publics, l'électronique et les métiers du bâtiment. William Kakou et Kader Sogodogo. C'est à travers la récitation des 11 articles du soldat que les 1059 soldats du premier contingent des recrues spécialistes de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Boaké sont officiellement présentés au drapeau. Parmi eux, 38 filles. Après la formation commune de base, ils seront outillés au métier de l'informatique, de la mécanique, des travaux publics, de l'électronique et des métiers du bâtiment. Après 3 mois de formation, ils sont aptes à intégrer la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Occasion pour le commandant école d'exhorter les recrues à être rigoureux et disciplinés dans l'accomplissement de leurs tâches. Le colonel Goué Blepou Franck Hilaire les a instruits sur les valeurs fortes qu'incarne le drapeau ivoirien. Chers recrues, comme tous les drapeaux, il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire. Il est le symbole de l'armée nationale à laquelle vous aurez l'honneur d'appartenir. Prenez donc l'engagement d'être des hommes et des femmes de dévouement et de discipline. C'est un insigne honneur d'être jugé apte à être présenté au drapeau, consacrant votre admission dans la grande famille des militaires et tout à la fois un défi à vous lancer par tous les fossoyeurs de la tranquillité publique, de la sécurité et de la paix. Engagez-vous à relever ce défi. Cette cérémonie en présence du général de brigade Traoré Ahmed Zana, directeur des écoles et centres de formation des armées de Côte d'Ivoire, a enregistré la présence du préfet de région, préfet du département de Boaké, Thiofosier. Un tour d'honneur du drapeau ivoirien a permis aux nouvelles recrues de lui rendre les honneurs pour la toute première fois. Quels mécanismes et options pour une retraite épanouie dans le cadre des journées de la fonction publique? Des experts ont donné des indications précises à ce sujet. Ils recommandent la rigueur dans la gestion des revenus et l'approbation des instruments de protection sociale. Grâce Kando. Après de longues années au service de l'État, le fonctionnaire est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Comment atteindre cette étape de sa vie dans les conditions optimales? Le sujet est au centre des échanges à l'occasion des journées de la fonction publique. Pour en débattre, la CEGRAE, le FIDRA et les organisations syndicales. Il faut pouvoir avoir une rigueur au niveau de la gestion de nos finances familiales. Et ici, nous concernant, il s'agit du salaire, du revenu mensuel. Et
différentes théories abondent pour avoir une rigueur de cette gestion financière. Mais nous préconisons en général que tous les besoins incompressibles soient situés dans une fourchette de 50%, c'est-à-dire le loyer, les soins de santé, la nourriture, se vêtir, se déplacer et l'éducation des enfants. Et alors, il faudra prévoir un montant de 20% pour l'épargne, pour d'éventuels risques, mais surtout l'épargne pour demain. Et enfin, dans la troisième catégorie, il faut pouvoir les 30% s'assurer au niveau donc des dispositifs de protection sociale. On a des sessions de formation, de préparation à la retraite qui permettent aux fonctionnaires, dès sa prise de fonction, de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Donc on est sur toute la chaîne de valeur de la préparation à la retraite. On a des capsules d'information de début d'activité et de mi-activité aussi qui permettent vraiment à ces nouveaux fonctionnaires d'avoir des outils, des rudiments sur la planification financière, construction du budget de vie familiale, et pouvoir se projeter dans ces différents projets. Pour accompagner les retraités, la SEGRAE a mis en place de nouveaux mécanismes de protection sociale qui vont permettre aux retraités de bénéficier d'une pension beaucoup plus élevée. Dès que vous devenez fonctionnaire, vous adhérez au régime de base. Mais avec le temps, le gouvernement ayant constaté que dans le meilleur des cas, le revenu de remplacement n'étant que de 70%, a mis en place le nouveau mécanisme de protection sociale qui est la retraite complémentaire qui va permettre donc aux fonctionnaires de pouvoir bénéficier de 2 pensions à la retraite à l'effet de lui permettre de vivre cette retraite dignement. Donc dans ce mécanisme, en fonction de l'effort de cotisation du fonctionnaire lui-même, il pourra atteindre 100% de son revenu d'activité, voire plus. Le régime de retraite complémentaire est entré dans sa phase active depuis 2019. L'opération concerne environ 300 000 fonctionnaires. L'Agence nationale de gestion des déchets multiplie la sensibilisation pour la préservation du cadre de vie. Le projet des couleurs pour ma cité touche le quartier des 220 logements pour sa 2e édition et au menu ravalement de façade et opérations de salubrité. Eugène Atoubé. Au quartier 220 logements, dans les encablures de la place Liberté, les tours hier rebutantes de laideur présentent aujourd'hui un visage reluisant. Toutes les 5 ont été repeintes et retrouvent leur beauté d'antan. C'est le résultat de l'implémentation du projet d'embellissement de quartier dénommé Des couleurs pour ma cité, une initiative de la NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, en collaboration avec la mairie d'Adjamé. Nous, résidents de la cité des Tours, prenons l'engagement solennel de préserver les acquis de ce projet et de maintenir nos cités propres et belles. Ce projet ambitieux a permis de transformer nos espaces urbains en véritables galeries à ciel ouvert. Nous avons vu naître des œuvres qui embellissent notre cité et renforcent notre identité collective. Le projet d'embellissement de quartier exécuté par la NAGED et à sa 2e édition, Adjamé après Port-Boué bénéficie d'actions telles que le ravalement de la façade à l'exemple des 5 tours des 220 logements, le curage de caniveaux, l'enlèvement des ordures et l'aménagement des espaces verts dans ce quartier. Des actions qui s'inscrivent dans un programme global de salubrité. Les populations se sont illustrées par leur engagement dans ce projet, dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie par des actions et comportements éco-citoyens. Ce n'est pas tout d'avoir une cité repeinte avec des façades ravalées, mais il faut encore que tous les alentours soient propres afin de donner un résultat global et net à tous les habitants de la cité. En remettant régulièrement du matériel au syndic sur la base d'une évaluation conjointe à NAGED syndic. Des kits de salubrité ont été offerts aux résidents par le représentant du ministre Bouaké Fofana en charge de la salubrité. Son directeur de cabinet adjoint, Gilles Bassimi, a appelé les populations à en prendre soin. Une exhortation à maintenir sain, propre et agréable le cadre de vie, mais encore agir au quotidien afin que le projet des couleurs pour ma cité reste pérenne. En politique, il a été élu le 9 mars dernier. Le président du Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP présente les 60 membres de son
bureau. Le mandat de ce nouveau bureau est placé sous le signe du renouveau et marque un engagement pour les futures campagnes et stratégies du parti en vue des prochaines élections. Sidonie Davila, Anaël de Crisa. Ils sont désormais une soixantaine de commandos d'enseignants à la disposition du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Issus de tous les corps de métier de l'enseignement, les membres du Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP, dirigé par Drissa Ouattara, ont été investis ce mercredi. Son bureau promet de mettre tout en œuvre pour les futures batailles politiques. Nous voudrons placer notre mandat sous le signe du renouveau. Et en ce sens que notre élection se fait à une année préélectorale qui annonce déjà les prochaines batailles. Nous avons pu constituer 60 commandos que nous mettons gracieusement à la disposition du RHDP. Après l'investiture des membres du Bureau national des enseignants du RHDP, les consignes du parti sont clairement énoncées par Roger Kakou-Adom, représentant le secrétariat exécutif du RHDP. Il faut justement des personnes de leur qualité pour pouvoir discuter avec les militants et faire en sorte qu'ils se mobilisent pour le président Alassane Ouattara, qui est notre candidat naturel à ces élections de 2025. Le Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP s'est assigné pour objectif de former tous les militants du RHDP et d'être une force de proposition et de réflexion pour le parti. Cette investiture marque un engagement fort de la part des enseignants du RHDP à jouer un rôle clé dans les stratégies du parti. Et l'objectif reste le même pour le secrétariat national des militants de l'extérieur du RHDP. Il est en tournée d'information, de restructuration et de mobilisation des militants RHDP en territoire américain. Les villes de New York, Washington et Philadelphie ont été visitées avec un appel à l'union et à la discipline au sein du parti. Herman Guivet. Tournée d'information, de restructuration et de mobilisation des militants RHDP aux États-Unis, initiée par le secrétaire national des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman. Plusieurs villes des États-Unis visitées, New York, Washington, puis Philadelphie. Ouattara Draman a rencontré les militants locaux. Au cours de ces rencontres, il leur a expliqué la dynamique de restructuration du parti, appelant à la cohésion, à l'union et à la discipline au sein du RHDP. À New York, les militants ont salué ce cadre d'échange avec la délégation officielle du RHDP. Un hommage a été rendu à l'ex-délégué général du parti aux États-Unis, Hamza Camara, pour son dévouement et son engagement envers le parti. Un diplôme d'honneur lui a été décerné en reconnaissance de son engagement politique. Le nouveau délégué extérieur des États-Unis, chargé de travailler pour la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles, a été désigné à l'occasion. Son nom, Kanté Ismaël. Des militants RHDP pour la candidature du président Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles en 2025. Nous vous promettons de relever les défis de la diaspora comme d'habitude avec notre candidat naturel et président de notre grand parti, son Excellence le président Alassane Ouattara. À Washington, le secrétaire national des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman, a rappelé les actions du président Alassane Ouattara pour le développement et le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Par la voix de leurs différents délégués de zone, les militants ont exprimé leur volonté et leur engagement à continuer à œuvrer pour le rayonnement du parti. Son Excellence Hamza Camara a porté très haut le parti ici aux États-Unis. Il a passé la main aujourd'hui à son fils, son jeune frère Ismaël Kanté, qui a la charge de poursuivre la mission du parti ici aux États-Unis. Nous demandons à l'ensemble de nos militants de lui apporter tout leur soutien. Le message que j'ai lancé ici ou partout où je suis allé au niveau de la diaspora, c'est que notre candidat doit gagner partout où il y a des élections à l'extérieur. Dans toutes les localités visitées, Ouattara Draman a appelé les militants à se remobiliser, à prendre part massivement aux enrôlements en vue de la victoire du RHDP aux élections présidentielles de 2025. Dans l'actualité sur le continent africain, en Mauritanie, 2 jours après le scrutin présidentiel, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires. Il donne pour vainqueur le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, crédité de 56,12% des suffrages. Il devance ainsi largement son principal challenger, l'opposant Biram Da Abeid, arrivé deuxième avec 22,10% des voix. Le taux de participation au scrutin
scrutin est chiffré à 55,39%. Et puis, le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a présenté un gouvernement d'union nationale très élargi. 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis 30 ans. Mais sa perte de la majorité absolue lors du dernier scrutin l'oblige à aller vers un gouvernement de consensus. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez plus d'informations sur rti.info. Agréable fin de soirée et à demain.